Cette pièce est une pièce de 1 franc qui avait été dessinée comme ça par Oscar Roty. Ça s'écrit R-O-T-Y, c'est pas comme Roty. Roty, qui était graveur à la Monnaie de Paris en 1898. En 1898 que ceci a été dessiné. Je crois qu'il y a des designers dans la salle. Au revers de cette pièce, il y avait la semeuse, qui avait fait beaucoup jaser vos arrière-grands-parents, puisque la semeuse semait contre le vent, ce qui était une hérésie pour les paysans de l'époque. Mais à l'avers, côté pile, eh bien vous aviez 1 franc, liberté, égalité, fraternité, et puis le rameau d'olivier. Et si je vous présente ceci, c'est parce que c'est justement ce rameau d'olivier que nous avons repris pour être le logo de l'Union populaire républicaine, l'Union du peuple pour rétablir la démocratie. Alors, si je vous dis ceci, d'abord c'est pour vous expliquer quel est le sens de notre logo, mais c'est aussi pour vous attirer votre attention sur le fait que le mouvement politique que j'ai créé est le seul et unique mouvement politique en France à s'être créé pour sortir la France de l'Union européenne et de l'euro, ainsi que de l'OTAN. J'ai créé ce mouvement le 25 mars 2007, date symbolique puisque c'était le 50e anniversaire, jour pour jour, du 25 mars 1957, lorsque fut signé à Rome le traité de Rome qui crée la communauté économique européenne qui lançait le marché commun. Donc même nos adversaires les plus résolus, les plus acharnés, ne peuvent pas nier 2 faits essentiels. Premièrement, c'est que ce mouvement politique a été créé le jour du 50e anniversaire du traité de Rome pour en sortir. Deuxièmement, que dans nos statuts déposés à la préfecture de police de Paris, il y a l'idée que ce mouvement est un mouvement de rassemblement, comme l'a dit très bien Malik tout à l'heure, un mouvement de rassemblement à titre provisoire d'ailleurs, pour faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro, et donc de récupérer notre monnaie nationale. L'idée de récupérer la monnaie nationale n'étant pas une idée ni raciste, ni xénophobe, ni passéiste, ni nostalgique, ni tout ce qu'on veut, l'idée c'est fondamentalement de rétablir la démocratie, puisque nous allons le voir en cours de cette conférence, la construction européenne, inéluctablement, ne peut mener qu'à la ruine et à la dictature. On va voir pourquoi. Voilà. Alors, ce rameau d'olivier également, pour nous, a été un symbole que nous avons privilégié, parce que c'est un symbole œcuménique. C'est le rameau d'olivier qui est porté par la colombe à Noé à la fin du déluge, dans la Genèse. Donc, d'abord, reconnaissez que c'est quand même, moi je trouve assez bien trouvé d'avoir un symbole de la fin du déluge pour un parti politique dans la situation actuelle, en tout cas en France. Deuxièmement, c'est un symbole qui est œcuménique parce que c'est un symbole qui parle à nos compatriotes juifs. Il s'agit donc dans la Genèse, dans la Torah, dans l'Ancien Testament pour les chrétiens, dans la Torah, il est question donc de ce rameau d'olivier apporté par la colombe. Ce rameau d'olivier ne parle pas seulement qu'à nos compatriotes juifs, il parle également à nos compatriotes chrétiens. Je rappelle que c'est à Gethsémani, au Jardin des Oliviers, que le Christ passe sa dernière nuit avant de passer devant le tribunal. C'est un symbole qui parle également à nos compatriotes musulmans, puisque dans la sourate, dans le Coran, dans la sourate Le Figuier, il est question de Az-Zitouni, qui est l'arbre, l'olivier, qui est un des arbres sacrés pour les musulmans. Et puis c'est un symbole qui parle également à nos compatriotes qui ne sont ni chrétiens, ni juifs, ni musulmans, qui sont agnostiques ou athées, ou communistes, puisque la colombe de la paix avait été utilisée justement après la Seconde Guerre mondiale par le mouvement de la paix créé par l'Union soviétique. On voit ici le Congrès mondial des partisans de la paix qui s'était réuni en avril 1949. On voit ici les dessins de Picasso qui étaient pour ce mouvement pour la paix. On voit également ici, dans l'Union soviétique des années 80, on utilisait encore la colombe de la paix en même temps que d'ailleurs la faucille et le marteau. C'était les symboles de l'Union soviétique recherchant la paix. C'est également un symbole plus général de paix. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que les opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies, les casques bleus, vous voyez le logo des casques bleus avec le rameau d'olivier de façon symbolique. C'est un symbole qui parle également aux écologistes, par définition, puisque c'est un végétal. Et puis c'est un symbole qui parle aux gens qui aiment bien le bonheur et la bonne chair et la bonne vie, puisque c'est un symbole solaire, c'est un symbole de vacances méditerranéennes, c'est un symbole de régime crétois,
Vous savez qu'il faut manger de l'huile d'olive et puis un verre de vin rouge pour vivre centenaire. C'est d'ailleurs aussi un symbole qui parle aux gens qui aiment les symboles, puisque l'olivier est l'arbre qui vit le plus longtemps au monde. On connaît des exemples d'oliviers qui produisent toujours des olives depuis 2500 ans dans certaines îles du Dodécanèse. Et même au pied du pont du Gard, eh bien, il y a des oliviers qui remontent à l'époque romaine et qui vivent toujours. C'est donc un symbole de longévité et d'une certaine façon de l'impérissabilité des peuples et des nations. C'est le symbole que nous avons retenu pour notre mouvement. Donc 476, c'est l'effondrement de l'Empire romain. 486, la disparition de la domination romaine en Gaule. 496, Clovis, le chef franc qui a réuni, qui est l'homme fort du pays, décide de se faire baptiser et sacrer à Reims après sa victoire contre une autre tribu barbare qui s'appelle les Alamans. Et ça se passe à Tolbiac, donc en Champagne. On voit ici, sur cette vignette médiévale, qui est assez curieuse, d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai mise, c'est qu'on voit à la fois le baptême de Clovis qui reçoit donc le baptême, et puis l'ampoule lustrale qui est portée par, semble-t-il, un ange. Mais ce qui est assez curieux, c'est que c'est dans une espèce d'orbe qui est de couleur bleu, blanc, rouge. C'est assez drôle, c'est-à-dire que comme s'il y avait eu une espèce de prescience du moine copiste de l'époque qui l'entourait. En tout cas, ce baptême de Clovis en 496 est d'une très grande importance. Pourquoi cette très grande importance? Parce que ce baptême va avoir 3 conséquences essentielles. D'abord, le soutien de l'Église et des évêques au nouveau pouvoir. Deuxièmement, l'interdiction des mariages claniques. Puisque tout le monde devient chrétien, les évêques vont interdire les mariages claniques. Ça va empêcher la constitution d'ethnie. Et donc, et enfin, la 3e conséquence essentielle, l'amalgame qui va être voulu et facilité par la religion entre donc ces tribus barbares franches et le peuple d'origine qui étaient les Gaulois, devenus gallo-romains après 5 siècles d'occupation romaine. Et donc le peuple français va ainsi naître de cette fusion entre ces Gaulois devenus gallo-romains après la conquête de César, donc qui étaient restés Gaulois mais qui avaient pris un certain nombre de mœurs et coutumes romaines, et qui vont donc se marier et fusionner avec cette tribu barbare d'origine allemande, on peut dire d'origine germanique en tout cas, qui sont les Francs. On va donc ainsi voir apparaître le peuple français comme un peuple tout à fait original. C'est Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, elle a 15 ans, 16 ans, c'est une Lorraine, c'est une histoire vraie. Certains disent qu'elle n'a pas existé. Si, elle a existé, bien sûr, on connaît même les minutes de son procès. Elle entend les voix dans son village, à Domrémy, elle va voir le seigneur de Baudricourt, et elle a 17 ans, elle s'habille, elle part avec quelques soldats, parce qu'on est encore dans un monde mythico-religieux. Le seigneur de Baudricourt, il croit que la pucelle, cette jeune fille de 16 ans, elle a vraiment entendu la Sainte Vierge. Et elle va voir le dauphin, qui n'est pas très charismatique, qui s'est réfugié à Bourges, il sait que le royaume risque de lui être pris, et elle va lui conseiller un truc incroyable. D'abord, elle arrive à franchir les lignes ennemies. Depuis les Vosges jusqu'à Bourges, il faut traverser le royaume les parties qui appartiennent au roi d'Angleterre. Elle arrive à Bourges et elle se met à genoux devant le dauphin. Elle dit « Mon Seigneur et mon Maître ». Donc ça, c'est un premier événement capital parce que pour les gens de l'époque, elle est inspirée par la Sainte Vierge et elle reconnaît en le dauphin le futur roi. Ça veut dire que pour les croyants de l'époque, c'est la preuve qu'il est bien le fils de son père et non pas un bâtard comme la rumeur en avait couru pour justifier qu'il soit déshérité. Et puis elle a un deuxième coup de génie, elle lui dit « Il faut bouter les Anglais hors de France et il faut que vous veniez être loin du Seigneur ». Elle va donc lui suggérer, et c'est ça le côté génial de toute cette opération, elle va lui suggérer de retraverser les lignes anglaises pour aller jusqu'à Reims, pour être fait sacré, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire parce que l'évêque de Reims, depuis Clovis, c'est celui qui sacre les rois de France.
Et donc, le dauphin Charles va y aller. L'opération va réussir, ce qui pour les gens de l'époque est une autre preuve d'intervention divine, et il est sacré oint du Seigneur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au même moment, le roi d'Angleterre est mort, que le jeune héritier, lui, n'a pas eu le temps de faire la même chose. Et donc, c'est le premier arrivé, premier servi. Hein. Le dauphin, apparaît que son père est mort, se fait sacrer roi de France avant l'anglais. Et donc, ça y est, il a la légitimité, il a été reconnu par la pucelle qui est inspirée par la Vierge, et en plus, il a la légitimité de l'Église. Et ça va complètement renverser l'histoire de France. Alors, il va y avoir, elle va se battre à Orléans, elle va libérer l'Orléans des Anglais, puis elle va monter, puis vous savez qu'à Compiègne, elle va être prise. Et puis, vous savez que l'évêque Cochon va demander aux Anglais qu'elle soit jugée et brûlée vive comme sorcière, ce qui aura effectivement lieu. Mais de toute cette histoire, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est qu'être français, c'est savoir se mobiliser contre les dirigeants traîtres à la patrie pour sauver la France lorsqu'elle est en danger de mort. C'est ça. Et ça, c'est une histoire qu'on retrouve dans très peu d'histoire nationale. Si même on la retrouve, je crois que cette histoire de Jeanne d'Arc est absolument exceptionnelle dans toute l'histoire mondiale. L'empire des Habsbourg au temps de Charles Quint. Nous sommes au début du XVIe siècle. On voit que Charles Quint dispose de terres qui se situent en Franche-Comté, justement, dans les Pays-Bas, qui se situent également dans le nord de l'Italie, qui se situent en Autriche et en Hongrie actuelle, qui se situent dans le royaume de Naples et en Espagne, sans compter les possessions dans le Nouveau Monde. Tout ça, c'est ce dont hérite Charles Quint de Habsbourg, qui va être, comme vous le savez, le grand rival de François Ier. Il est né en 1500. Et voilà qu'en 1519, l'empereur du Saint-Empire romain germanique meurt et qu'il y a une élection. Je vous ai dit que le Saint-Empire romain s'était transformé en un système électif. Et qui est élu à la tête du Saint-Empire romain germanique, qui est une structure féodale qui vient au-dessus d'un certain nombre de ces États et d'autres, eh bien c'est Charles Quint, qui est non seulement l'héritier de la famille de Habsbourg, mais qui devient de surcroît l'empereur du Saint-Empire romain germanique le 28 juin 1519. Il a 19 ans. La grande lutte entre François Ier et Charles Quint, ce sont des gens qui ont 19 ans. 19 ans, 20 ans, 22, 21 ans. Donc Charles Quint est à la tête de cette espèce d'énorme conglomérat politique de l'Europe occidentale. Et comme vous le voyez avec cette carte que j'ai bâtie pour vous, où on fait se superposer les différentes possessions de Charles Quint et les endroits où il a le pouvoir, vous voyez qu'il y a un pays qui est très mal à l'aise. C'est effectivement la France. La France qui d'un seul coup se sent encerclée. Elle se sent encerclée pourquoi? Elle se sent encerclée parce que par ailleurs, Henri VIII, le roi d'Angleterre, fait alliance avec Charles Quint. François Ier avait tout fait pour que ça ne soit pas le cas. Vous avez peut-être entendu parler de l'entrevue du camp du Drap d'Or. François Ier avait mis les petits plats dans les grands pour essayer de s'amadouer Henri VIII. Eh bien non, Henri VIII d'Angleterre décide de faire alliance avec Charles Quint. Et donc, le résultat de ça, c'est que François Ier est complètement encerclé. Peut-être que la France va disparaître, encore une fois, dans une espèce d'empire européen. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? La seule possibilité qui reste à François Ier, c'est de trouver une alliance de revers. Il va la trouver d'abord avec des princes protestants, puisque le protestantisme se développe la même année, à partir de 1519, avec les thèses de Luther, donc qui vont affaiblir de l'intérieur les possessions de Charles Quint. Et donc François Ier, tout en étant le roi très chrétien, c'est sa titulature officielle, tout en étant un catholique, va faire alliance avec les princes protestants parce que c'est ce qui affaiblit de l'intérieur son ennemi, Charles Quint. Mais ça ne suffit pas et François Ier regarde quelles sont les autres alliances qu'il peut faire. Il n'y en a pas 50, il n'y en a qu'une seule qui s'impose. C'est Soliman le Magnifique, c'est-à-dire l'héritier de l'Empire ottoman, le sultan de Constantinople, celui qui a battu et qui a détruit l'Empire byzantin en 1453 par Mohamed II. Donc Soliman est le descendant de Mohamed II. Et donc, scandale dans la chrétienté. Le roi très chrétien, le français,
va faire alliance avec le Grand Turc. Alors ça, c'est quelque chose qui est également très important à comprendre et que l'on ne va trouver, du moins à cette période-là, qu'avec la France. En 1526, François Ier, le roi de la Renaissance, le roi très chrétien, fait alliance avec Soliman le Magnifique pour desserrer la menace de l'empire de Charles Quint. Être français, c'est donc nouer des alliances avec le monde entier sans considération d'appartenance continentale ou religieuse pour sauvegarder la liberté de la France. Pour sauvegarder la liberté et l'indépendance de la France, François Ier a préféré faire alliance, fût-ce avec le diable, puisqu'au XVIe siècle, faire alliance avec le Grand Turc, c'est faire alliance avec le diable, de même que, comme on le verra tout à l'heure, lorsque Charles de Gaulle, en 1964, reconnaît la Chine communiste, c'est faire alliance avec le diable à l'époque, eh bien, François Ier ou Charles de Gaulle auront la même politique, c'est l'alliance de revers pour desserrer l'étau de ceux qui veulent étouffer notre pays. D'ailleurs, en 1571, il y a la célèbre bataille de Lépante contre le Grand Turc, où l'on va avoir une première armée européenne constituée. La bataille de Lépante, ça se passe près de Patras en Grèce. Il y a les flottes combinées du pape Pie V, puisqu'à l'époque le pape fait la guerre, il a toute une armée, de l'Espagne, de la République de Venise, de la République de Gênes, d'autres États italiens, des États de Savoie, des chevaliers de Malte. Le tout est réuni sous le nom de la Sainte Ligue. Et donc à cette bataille de Lépante qui va marquer le coup d'arrêt à l'expansionnisme ottoman, et cette bataille est dirigée par Don Juan d'Autriche, qui est le fils naturel de Charles Quint. Il y a un écrivain célèbre qui va s'y faire remarquer, c'est Cervantes, l'auteur de Don Quichotte, qui sera d'ailleurs blessé pendant la bataille. Et donc cette bataille de Lépante se traduit par une défaite complète pour les Ottomans, qui perdent 260 navires sur les 300 qu'ils en avaient. Donc leur flotte est pratiquement entièrement anéantie. L'ensemble de l'Europe se met à glorifier Don Juan d'Autriche et la Sainte Ligue, l'ensemble de l'Europe, sauf la France. Parce que la France ne voit pas d'un bon œil l'affaiblissement de son allié. Si l'on avance encore un peu, dans les années 1676-1687, le nouveau pape Innocent XI veut une nouvelle fois unir la chrétienté sous le contrôle pontifical. Il va donc faire alliance avec l'empereur germanique, qui à l'époque est Léopold Ier, et qui est d'accord, mais à condition d'être considéré comme le chef du peuple chrétien. On est toujours sur le même schéma depuis l'an 800. Rappelez-vous, Léon III, Charlemagne, en 1676, Innocent XI, Léopold Ier. L'un prétendant avoir la souveraineté temporelle sur l'Europe, c'est l'empereur, l'autre la souveraineté spirituelle. Et l'un et l'autre étant d'ailleurs d'accord pour mettre la main sur la France. Il y en a un qui ne l'entend pas de cette oreille, à chaque fois, eh bien, c'est le très chrétien, c'est le roi de France. En l'espèce, c'est Louis XIV. Louis XIV s'oppose à cette double mainmise, il impose ce qu'on va appeler le gallicanisme, c'est-à-dire que désormais, d'abord, il s'octroie un droit de veto sur les nominations des papes, sur les élections, et accessoirement, il décide que désormais, toutes les nominations d'évêques devront lui être soumises. Du coup, il est excommunié par Innocent XI en 1687. Est-ce que vous saviez que Louis XIV avait été excommunié? Alors, ça me fait penser d'ailleurs à ce propos un point important de notre histoire. Est-ce que, d'après vous, d'autres rois de France ont été excommuniés par l'Église catholique? Parce que, dans la mentalité générale, on pense que le roi est catholique et donc il est toujours tout à fait d'accord avec l'Église. On en est loin. On en est très très loin. Nous avons eu Robert II le Pieux, qui a été excommunié en 998 par Grégoire V pour avoir épousé sa cousine Berthe de Bourgogne. Philippe Ier, roi de France, excommunié en 1092 par Urbain II pour avoir répudié Berthe de Hollande et épousé Beltrade de Montfort. C'est pas seulement des histoires de mariage, c'est que derrière, il y a évidemment des liens de vassalité qui déplaisent à la papauté. Louis VII, excommunié en 1141 par Innocent II, pour avoir voulu imposer son candidat au siège de Bourges en 1141 contre le candidat du pape, candidat à l'évêché. Philippe Auguste, dont on a parlé tout à l'heure, avec la bataille de Bouvines, excommunié en septembre 1200 par Innocent III
au motif de bigamie. Philippe le Bel, excommunié en 1302 par Boniface VIII, Boniface VIII qui jeta l'interdit sur le royaume de France. Jeter l'interdit, c'était une sanction terrible. Interdiction de sonner les cloches dans tout le royaume, interdiction d'enterrer les morts, interdiction qu'il y ait des messes, enfin c'était épouvantable. Tout ça parce que Philippe le Bel avait refusé de reconnaître qu'il tenait du pape la souveraineté de son royaume. C'est pour ça que Philippe le Bel est allé faire assassiner Boniface VIII. Louis XII, excommunié le 14 octobre 1511 par Sixte Quint pour avoir refusé de céder des villes italiennes à l'État pontifical qui créa la Sainte Ligue européenne contre la France et contre l'Empire ottoman, je viens d'en parler à l'instant. Henri III, excommunié le 5 mai 1589 par Sixte V pour l'assassinat du duc de Guise, dont vous savez que c'était le chef des ultra-catholiques au moment des guerres de religion. Louis XIV, excommunié en 1687, j'en ai parlé un instant, par Innocent XI, pour cause de gallicanisme, et après l'occupation française des possessions pontificales d'Avignon et du comtat venessin. Et enfin, Napoléon Ier, excommunié le 10 juin 1809 par Pie VII, pour avoir annexé les États pontificaux à l'Empire français. 9 des plus grands rois de France, ainsi que Napoléon Ier, ont préféré être excommuniés plutôt que de se plier aux exigences du pape. Être français, c'est donc se libérer de toute puissance étrangère, qu'elle soit temporelle ou spirituelle. Ça, c'est un point important à comprendre. C'est cette lutte constante au cours des siècles et des millénaires, y compris de nos rois, contre toute ingérence étrangère, fût-elle venue de Rome et du pape. La Troisième République est ce qui a contribué à forger la France contemporaine, avec des acquis tout à fait considérables. Jules Ferry, originaire des Vosges, qui, le 16 juin 1881, institue l'enseignement primaire gratuit, qui est une révolution. Le 29 mars 1882, c'est l'enseignement primaire obligatoire pour les garçons et les filles, gratuit et laïque. En 1882, pour les garçons et les filles, gratuit et laïque. Il y a beaucoup de pays au monde actuellement qui ne disposent pas de ça, et malheureusement, de plus en plus en France, l'enseignement primaire obligatoire pour garçons et filles n'est plus gratuit et de moins en moins laïque, puisque de plus en plus, maintenant, on va vers une France qui se communautarise. Et puis le 9 décembre 1905, c'est Aristide Briand qui fait voter la loi de séparation de l'Église et de l'État, qui sont des très grands acquis de la République, qui fondent notre pacte républicain de nos jours. Être français, c'est refuser le communautarisme, c'est considérer que nous sommes tous identiques, quelle que soit notre religion, notre sexe, notre couleur de peau, nos origines, nos convictions. Être français, c'est imposer la laïcité pour ne connaître que des citoyens libres et égaux. La France, c'est un principe d'émancipation. Ça, c'est quand même quelque chose qui, avec l'ensemble de ce que j'ai présenté tout à l'heure sur les révolutions, avec cette France qui apporte au monde des principes révolutionnaires, que ce soit en 1789, en 1830, en 1848, qui apporte le génie de la liberté, qui apporte la liberté à l'Europe et au monde. En la Troisième République, la France devient de surcroît un principe d'émancipation dont d'ailleurs beaucoup de pays en voie de développement s'inspireront, reprendront directement, notamment au Moyen-Orient ou ailleurs, reprendront directement ces grands principes de la République française, de la Troisième République. La France, c'est autre chose. Bien sûr que la France a commis des crimes avec la colonisation, c'est exact. Mais plutôt que d'insister encore et toujours sur ça, comme c'est désormais notre passe-temps national, du moins celui des médias, on pourrait aussi citer autre chose. On pourrait aussi citer le père Charles de Foucauld, on pourrait aussi citer le maréchal Lyautey, qui a été au Maroc quand même comment dirais-je, même s'il était militaire colonialiste, il a quand même imposé au Maroc une vision d'une colonisation intelligente, si l'on peut dire, quoi qu'il en soit. Eh bien, au Maroc, on honore encore le maréchal Lyautey, par exemple, dans les lycées. Et puis, nous avons également Paul Doumer, qui a été un gouverneur de l'Indochine. C'est-à-dire que, sans vouloir
trouvez bien la colonisation, je ne vais pas dire cela, je ne voudrais pas non plus verser dans la caricature, parce qu'être français, ça a été aussi, même sous la Troisième République, être généreux, être ouvert sur les cultures et les peuples du monde entier sans a priori. Une des choses qui marque ces trois personnages, ils ont eu des torts et des défauts comme tout le monde, mais une des choses qui est sans doute la marque de Charles de Foucault, de Lyautey, de Doumer, c'est justement de ne pas avoir d'a priori et d'avoir aimé les populations qu'ils ont fréquentées, que ce soit au Maghreb, en Afrique ou en Indochine. Et puis, être français, c'est également savoir, comme l'a dit Jaurès, que la patrie est le seul bien de ceux qui n'ont rien. Cette parole très forte de Jaurès, qui nous montre qu'être français, c'est vouloir l'égalité de tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur sexe, leurs conditions, leur religion, leurs convictions et leur origine. Le système d'alliance militaire à la vieille de la Première Guerre mondiale, la Triple Alliance et la Triple Entente. Le système des grandes alliances militaires en 2010, c'est celui-ci. Vous avez ici l'OTAN. Vous avez le Conseil de défense de l'Amérique du Sud, vous avez l'Organisation de la coopération de Shanghai, l'OTSC, je vais y revenir dans un instant, et vous avez la coopération à l'intérieur de l'Afrique. La théorie du monde multipolaire qui se cache derrière, c'est celle qui est promue actuellement par les think tanks américains. La théorie notamment de Samuel Huntington, dans son livre The Clash of Civilizations under the Making of World Order. Tiens, revoilà l'histoire du choc des civilisations. Vous vous rappelez comment la civilisation est l'argument qui est avancé pour les peuples pour leur faire gober des guerres de nature et géopolitique, économique. Eh bien, alors voilà ce terrible mot de civilisation. Les Américains, derrière Samuel Huntington, ont pondu un ouvrage, Le choc des civilisations et la refondation de l'ordre mondial. La refondation de l'ordre mondial, ça n'est pas une description honnête de la planète. C'est une politique active pour refonder l'ordre mondial. C'est quoi cette politique active? Eh bien, les Américains ont décidé forfaitairement de découper le monde en quelques grandes zones géographiques prétendument objectives. Il y aurait le monde qui serait le monde dit judéo-chrétien. Il y aurait dedans l'Europe, alors on ne sait pas très bien où ça s'arrête du côté oriental, et puis il y aurait l'Amérique du Nord. Ça ressemble furieusement à l'OTAN, et ça ressemble furieusement à l'Union européenne plus intégrée dans le grand marché transatlantique. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis, il y a ici le monde dit latino-américain. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas judéo-chrétien, au fait? Ben, tout simplement parce qu'il y a dedans un certain... Les latinos ne peuvent pas piffer les Yankees. Mais en réalité, l'Espagne a beaucoup plus de liens avec l'Argentine qu'avec le Royaume-Uni. On l'a d'ailleurs vu il y a 4 semaines, aux Nations Unies, le ministre des Affaires étrangères espagnol et le ministre des Affaires étrangères argentin ont fait une alliance en marge de la session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à l'automne à New York, ont fait une alliance contre le Royaume-Uni parce qu'ils font alliance pour réclamer à l'ONU que le Royaume-Uni cède et redonne à l'Espagne Gibraltar, Gibraltar qui a été attribué à l'Espagne en 1713 par le traité d'Utrecht qui clôturait la guerre de succession d'Espagne, elle est lancée en 1700 par les appétits de Louis XIV qui voulait passer son petit-fils Philippe II sur le trône d'Espagne, sur quoi il est parvenu d'ailleurs, non sans difficulté et non sans contrepartie terrible pour la France. Et puis par ailleurs les îles Malouines, sur lesquelles les Britanniques ont mis la main dans les années 1825. Les fameuses îles Falkland pour les Britanniques qui ont mené à la guerre de 1982. Donc l'Espagne catholique, hispanophone, avec une revendication qui a encore rebondi hier, il y a en permanence une guérilla espagnole contre le Royaume-Uni, est infiniment plus proche de l'Argentine catholique, hispanophone, et qui est liguée contre le Royaume-Uni pour reprendre les îles Malouines que du Royaume-Uni, de la même façon que, même si cela déplaît à certains de le dire, c'est pourtant la pure vérité, la France est infiniment plus proche géographiquement, culturellement, linguistiquement, familialement, touristiquement, culturellement, migratoirement, si j'ose dire, de la Tunisie, de l'Algérie ou du Maroc, que de la Finlande, de l'Estonie, de la Lettonie. C'est une évidence. Eh bien, pour autant, on nous met dans des cases comme ça, forfaitaires. Donc on a ici la couleur pistache, ce sont les latino-américains. Ici, il y a les méchants, d'ailleurs on les a mis de couleur moutarde, et qui vont donc du Sénégal jusqu'à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est le monde musulman. Selon les Américains, donc on mélange les pays du Maghreb francophones,
et d'ailleurs francophiles, même en Algérie, quoi qu'on en dise, les pays du Maghreb, les pays du Sahara, largement francophones. On y mélange ça avec les pays de la péninsule arabique, largement anglophones ou tenus par les États-Unis, sauf la Syrie et le Liban. On mélange ça avec l'Iran, qui ne sont pas des Arabes, qui sont des Aryens, des Perses. On les mélange avec le monde turcophone, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, qui ne sont ni des Aryens, ni des Arabes, ni des Turcs. Avec les Pakistanais, qui sont des Aryens. Avec les Bangladeshis, qui eux sont des Bengalis, c'est encore une ethnie. Avec les Bhumiputras, ou les Pribhumi, comme on dit en malais ou en indonésien, c'est-à-dire les fils du sol, qui sont des Malais, des populations malaises. Et enfin, avec les Papous de l'Irian Jaya, de la Papouasie, de Nouvelle-Guinée occidentale. On mélange donc des gens qui n'ont absolument pas le même socle anthropologique, familial, historique, linguistique, religieux même, puisque dans cet islam, on mélange allègrement l'islam sunnite, qui est dans tout le Moyen-Orient ici, mais avec une partie importante de l'Irak et surtout l'Iran, qui sont des pays chiites, plus des zones au Liban, plus par exemple le royaume de Bahreïn, qui est très majoritairement chiite. On mélange ça aussi avec les Zaïdites, qu'on trouve au Yémen, et puis toute une série de sous-sectes de l'islam. De la même façon d'ailleurs que ici, on met dans ce monde dit judéo-chrétien des pays catholiques romains avec des pays luthériens qui n'ont strictement rien à voir, même si c'est du christianisme. Puis alors il y a les autres méchants. Alors eux, ils ne sont pas couleur moutarde, ils sont couleur caca. C'est le monde russe, les orthodoxes. On retrouve la lutte contre la civilisation. Ah oui, parce qu'en fait, c'est même de la même façon que les guerres de civilisation. Ceux qui se cachent derrière, en fait, ce sont des appétits géopolitiques. En fait, c'est simplement parce que la Russie tient son rang, et il va le tenir de plus en plus, de grandes puissances, et s'oppose aux États-Unis d'Amérique. Et puis vous avez ici, couleur rose bonbon, c'est le monde dit confucéen, le monde japonais qui est couleur abricot, on ne sait pas pourquoi, l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui ont été embringués dans le monde judéo-chrétien, et puis vous avez le monde indien qui est jugé à part. Pourtant, je signale que l'Inde, c'est vrai que c'est un grand pays hindouiste, évidemment, c'est le seul pays hindouiste du monde, avec le Népal. D'ailleurs, l'Inde n'est pas officiellement hindouiste, alors que le Népal, c'est un royaume qui professe la religion officielle est l'hindouisme, mais surtout, on oublie quand même que l'Inde est le deuxième pays musulman du monde. Les musulmans, je rappelle que l'écrasante majorité des musulmans dans le monde ne sont pas des Arabes. Le premier pays musulman du monde, c'est l'Indonésie, avec 250 millions d'habitants, qui sont donc des Malais. Et puis l'Inde est le deuxième pays musulman du monde, avec 180 millions de musulmans, qui sont des Indiens, qui sont des Dravidiens, ou qui sont des Aryens, sachant que les troisième et quatrième pays musulmans du monde, c'est le Pakistan et le Bangladesh, qui font à peu près 150 millions d'habitants eux-mêmes. Donc on voit bien, alors j'ai oublié de parler de ceux, on ne sait pas comment on fait, on les met tous ensemble, c'est les pays africains. Voilà, on met un mélange des pays comme le Madagascar qui est peuplé de Malais dans les hauts plateaux, de pays francophones catholiques, notamment Côte d'Ivoire, de pays anglophones et musulmans comme le Nigeria, de pays développés comme l'Afrique du Sud, ou assez développés, avec des pays extraordinairement retardés comme la Centrafrique ou bien le Rwanda, par exemple, ou le Malawi. Alors, ce qui se cache derrière, en réalité, c'est un monde hollywoodien. Il y a le monde des gentils et des méchants. C'est la version hollywoodienne. Vous savez, à Hollywood, dans les années 30, 40, 50, dans tous les films, on utilisait le Stetson, le chapeau. Le Stetson blanc, c'était le gentil. Le Stetson noir, c'était le méchant. Ça, c'est la façon dont les Américains manipulent les opinions publiques. Dans ce film Empty Holsters, il y a un gentil et il y a deux méchants. Dans Check Your Guns de 1947, il y a un premier gentil, une gentille, un deuxième gentil, un premier méchant, un deuxième méchant. Dans California Trail, il y a un gentil et un méchant. Dans The Lone Star Trail, il y a un gentil et un méchant, le film de 1951. Dans le film de 1951, Lord Spirit, vous avez le gentil et le méchant. Dans Border Town Gunfighters de 1952, vous avez un premier méchant, un deuxième méchant et le gentil. Dans Night Raiders de 1952, la gentille, le gentil et le méchant. Oh! Ce sont les gentils. Ce sont les gentils, Ronald Reagan, George W. Bush, Dick Cheney, qui aiment se faire prendre en photo avec un Stetson blanc.
Oh, c'est un gentil. Le Dalai Lama aussi se met un Stetson blanc. Dalai Lama dont je montre dans une autre conférence que c'est un agent de la CIA depuis 1951, d'ailleurs financé comme tel. Il est vieux, je ne sais pas le seul à dire, allez voir tous les ouvrages qui y concernent. Bien entendu, puisque si jamais le Tibet pouvait devenir indépendant, il deviendrait indépendant comme le Kosovo. Il se transformerait en base militaire américaine, avec un formidable avantage géostratégique pour aller dominer l'ensemble de la plaine indo-gangétique et de la Chine et de l'Asie du Sud-Est. C'est-à-dire, en gros, 55% de la population mondiale. Vous comprenez à quel point les États-Unis promeuvent le Dalai Lama. Je vous renvoie à ma conférence sur la tromperie universelle. Et puis on a appris récemment, en lisant le Mirror News du 10 juillet 2013, que Osama Ben Laden portait un chapeau de cowboy pour échapper aux surveillances satellitaires. Osama Ben Laden wore cowboy hat to hide from spy satellites and tell gun kids to go away. Et il avait un chapeau noir, le méchant. C'est comme ça que ça se passe chez McDonald's et à Hollywood, comment on manipule les opinions publiques par ce genre de procédé infantilisant. Eh bien, c'est exactement la même chose, la carte du choc des civilisations de Samuel Huntington. Au fond, c'est exactement la même chose. Il y a le monde judéo-chrétien qui a le Stetson blanc et tous les autres peuvent se partager le Stetson noir. La théorie du choc des civilisations de Samuel Huntington est schématique comme un western hollywoodien, mais elle se veut une justification théorique à la vassalisation du continent européen hors Russie par les États-Unis et à la superposition des périmètres de l'Union européenne et de l'OTAN. Et d'ailleurs, qui va être dans le nouvel étage de la fusée, c'est le grand marché transatlantique qui nous est bientôt proposé. Il s'agit du livre blanc, qui normalement est un livre blanc qui fixe la doctrine de l'État en matière militaire. Eh bien, depuis maintenant quelques années, M. Sarkozy, sous l'influence de qui vous savez, c'est-à-dire sous l'influence des néoconservateurs américains, mais aussi sous l'influence des milieux européistes, a décidé de transformer ce livre blanc sur la défense nationale, qui fixe normalement le cadre de la réflexion stratégique française en matière militaire, en un livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Et sécurité nationale, c'est-à-dire comme si nous avions un ennemi de l'intérieur. Il y a un ennemi de l'intérieur. C'est ça. On mélange les gens entre la défense nationale et des affaires qui sont des affaires de police. En République, on différencie ce qui est la défense vis-à-vis des agressions étrangères et puis la police interne. Alors que là, on assiste à un curieux et malsain mélange des genres, d'ailleurs totalement avalisé par le président de la République, puisqu'il a lui-même signé ce document, en tout cas son introduction. Et je voudrais attirer devant vous votre attention sur le résumé de ce livre blanc que vous trouverez sur Internet et sur le site du ministère de la Défense. Et qu'est-ce qu'on lit dans ces grandes lignes du livre blanc? C'est la première page. Première page, premier paragraphe. On y lit ceci, que donc il y a eu la mondialisation, et on y lit, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est à la 10e ligne du document, du résumé. La France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme se réclamant du djihadisme les vise explicitement. C'est-à-dire que pour la première fois, en tout cas de l'époque moderne, il y avait un grand principe du temps du général de Gaulle, c'est que la doctrine militaire française était, pour reprendre la terminologie latine, erga omnes, c'est-à-dire contre tous. Nous avions une force de frappe, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, et la France se sanctuarisait vis-à-vis de toutes les menaces. Nous n'avions pas d'ennemis désignés. Nous étions là pour faire respecter la souveraineté et l'indépendance nationale de la France vis-à-vis de toute force extérieure, quelle qu'elle soit. Rompant avec ce principe, nous avons ici, à la 11e ligne du résumé du livre blanc, l'apparition d'un ennemi nommément désigné qui est le terrorisme se réclamant du djihadisme. Eh bien, face à ça, il est temps d'en revenir aux faits. Or, il y a un grand secret dont personne n'a beaucoup parlé, qui est le rapport Europol
le rapport de toutes les polices européennes qui a été publié le 27 juillet 2011 sur le bilan des actes terroristes au cours des 5 années 2006-2010 en Europe et en France. Il y a eu un article dans Libération, un peu gêné aux entournures, qui a dit « En Europe, les actes terroristes islamistes sont rares ». Ben, en effet. Nous allons voir un peu de quoi il retourne. Voici ce qu'a révélé, c'est pas moi qui le dis, ce sont les rapports officiels de toutes les polices d'Europe. Nous avons à gauche les personnes suspectées des attaques terroristes. Il s'agit des suspects de toutes les attaques terroristes à travers toute l'Union européenne sur les 5 années 2006-2010 en fonction des incriminations. 2,7% on a suspecté dans 2,7% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême droite. Dans 7,8% des cas qu'il s'agissait d'attentats venus de l'extrême gauche. Dans 62% de cas du fait qu'il s'agissait d'attentats dus à des séparatismes régionaux. Dans 2,1% des cas, ce que l'on appelle pudiquement divers, c'est-à-dire en fait des systèmes mafieux du racket organisé par la mafia, la 'ndrangheta calabraise, la Camorra napolitaine, et puis toutes les mafias qu'il n'y a pas qu'en Italie. Et 25,4% qui étaient des actes dont on suspectait les islamistes. Ça, ce sont les personnes suspectées. Et ce qui est intéressant, c'est de comparer ceci aux résultats des recherches et des enquêtes menées à bien. Et voilà ce que ça donne. L'origine réelle des attaques terroristes, extrême droite était soupçonnée dans 2,7% des cas, 0% des cas. L'extrême gauche, 7,8%, 9,2%. Les séparatismes régionaux, 62%, 85,1%. Les divers et mafias, 2,1, 4,6%. Les islamistes, 1 cas sur 4, 25,4%, 0,4%. Et en France, eh bien en France, nous avons les mêmes statistiques. Ça, ce sont les personnes suspectées d'attaques terroristes en France sur la période 2006-2010. Extrême droite, 0,3%. Extrême gauche, 4%. Séparatismes régionaux, 69,2%. Les divers et mafias, 0,4%. Les islamistes, 26,1%. Personnes suspectées. Et maintenant, après les enquêtes menées, quelles ont été les origines réelles? Extrême droite, 0,3%. Donc l'origine réelle, 0,3%, 0%. Extrême gauche, 4,4%, 0%. Séparatismes régionaux, 69,2% suspectés, 95,4%. Divers, 0,4%, 4,6%. Islamistes, 26,1%, 0%. Ça n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques officielles de toutes les polices européennes après examen précis des actes terroristes. En d'autres termes, au cours des 5 dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes, pour 95% d'entre elles, et à des attentats mafieux pour 5%. En revanche, le terrorisme se réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France dès le premier paragraphe du résumé du livre blanc de la défense et de la sécurité nationale, a représenté 0%. Alors ces attentats, ça c'est du terrorisme au Pays basque, espagnol et français. Là, il s'agit du terrorisme en Corse.
C'est ça la vérité des attentats qui ont lieu sur le sol national pour 95% des cas. Qui finance ces attaques terroristes, qui représentent la quasi-totalité du terrorisme et dont on parle en fait si peu? Le respect de la personne humaine et l'égalité des citoyens devant la loi doit donc nous amener à avoir sur ces questions qui sont très importantes, puisqu'elles sont insidieuses dans la société française. Elles sont pernicieuses quant au regard que les gens portent les uns sur les autres au sein de la communauté nationale. Nous devons avoir, avec les grands principes républicains qui sont les nôtres, une attitude qui doit être fondée sur les grands principes. Premièrement, nous devons remettre au premier plan les principes républicains essentiels de la laïcité et du refus du communautarisme. Il s'agit du fondement même de notre pacte républicain, comme l'a précisé le préambule de la première Constitution française du 14 septembre 1791. Il n'y a plus pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception aux droits communs de tous les Français. Donc nous refusons absolument tous les comportements communautaristes des uns ou des autres. Mais aussi, nous devons être justes. Nous devons refuser la stigmatisation insidieuse des Français d'origine arabe ou de confession musulmane, parce que c'est quasiment une politique officielle maintenant de l'État. Cette lutte contre le terrorisme, j'avais eu l'occasion d'en parler lors de la présentation du programme présidentiel. Je me permets d'y revenir un instant parce que sous le pontificat de Sarkozy, eh bien, le livre blanc sur la défense, ce qu'on appelle un livre blanc, c'est une espèce de document qui fixe la stratégie de la France. Le livre blanc sur la défense nationale, a été profondément remanié et modifié et désormais s'appelle le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale. Ce qui est totalement contraire à toute la tradition républicaine, puisque l'on confond délibérément le concept de défense face à un ennemi étranger avec le concept de sécurité nationale qui laisse entendre qu'il y a des ennemis de l'intérieur. C'est l'idée du macartisme qui se profile derrière ce titre, ce changement de titre. La sécurité nationale. Quand on prenait dans l'introduction, on voit bien qu'il y avait, dans ce monde qui vient, la sécurité de la nation sera assurée, la France jouera tout son rôle pour la défense de la paix et de ses valeurs. C'était bien une volonté délibérée de Nicolas Sarkozy, du président de la République, de confondre désormais la défense nationale et la sécurité nationale, alors que pour des républicains, on fait la différence entre la défense nationale qui dépend de l'armée et la sécurité publique qui dépend de la police et de la gendarmerie. Dans les grandes lignes du livre blanc avait fait l'objet d'un résumé dont j'avais fait fort opportunément d'ailleurs le scan. Et voilà ce qu'on trouvait à l'époque en ligne. Et voici dans le premier chapitre des grandes lignes du livre blanc le résumé, le premier paragraphe, c'est-à-dire la menace numéro 1 qui était mise en œuvre, qui était mise en valeur par ce livre officiel. La France et l'Europe sont dans une situation de plus grande vulnérabilité directe. Le terrorisme se réclamant du djihadisme les vise explicitement. C'est-à-dire que dans ce document officiel fixant la doctrine de la France en matière de défense, on considérait que la France et l'Europe avaient d'abord les mêmes intérêts, souffraient des mêmes menaces, et que le premier danger qui était signalé, c'était le terrorisme se réclamant du djihadisme. Et j'avais fait remarquer à l'époque que c'était tout simplement faux. C'était un mensonge. C'est un mensonge qui avait d'ailleurs été discrètement révélé par le journal Libération le 27 juillet 2011 à l'occasion de la publication du rapport Europol, c'est-à-dire de toutes les polices européennes, sur le bilan des actes terroristes au cours des 5 années 2006-2010, bilan qui a été totalement étouffé. Au cours des 5 dernières années, 100% des nombreuses attaques terroristes en France ont été dues à des mouvements séparatistes. Pour la quasi-totalité d'entre eux, 95,4%. Le reste, eh bien, ce sont des attentats mafieux. Dans 4,6%, c'est tout simplement du racket, de boîtes de nuit qui ne payent pas le racket.
Le terrorisme se réclamant du djihadisme, qui figure comme l'une des principales menaces contre la France dès le premier paragraphe du résumé des livres blancs de la défense et de la sécurité nationale, a représenté 0%. Vous avez entendu parler cette année de cette affaire Mera, qui a rebondi, affaire bien mystérieuse. Il y a quelques jours, le 12 juin, on a eu des rebondissements dans cette affaire Mera, qui tendait à dire « Ah bah tiens, pour une fois, on avait quand même eu notre acte de terrorisme djihadiste ». Eh bien, vous avez vu, ça a été publié sur BFM TV. Ce sont les échanges de Mohamed Merah dans les toutes dernières heures avant qu'il soit descendu par la police. Il y a eu un échange entre lui et un certain Zouared, qui s'était révélé être un officier des services secrets français. Et Mohamed Merah disant « C'est toi qui m'as mis dans cette histoire et cette galère. Rappelle-toi, c'est toi qui m'as envoyé en Irak, au Pakistan, en Syrie, pour aider les musulmans. Et après, je découvre que tu es à la solde des services français, que tu es un criminel et que tu es un officier des services sale traître. Réponse, ce qui est passé, c'est arrivé maintenant, il faut que je te sauve la vie et te sortir de cette affaire, rends-toi où tu me laisses entrer et je récupère tes armes. » Donc il y a beaucoup de choses à dire sur cette affaire Merah, qui probablement est encore amenée à avoir un certain nombre de rebondissements. En attendant, c'est le seul cas, depuis maintenant 2006, de terrorisme djihadiste. Il se révèle qu'il semble que le terroriste en question avait partie liée avec les services de renseignement français. On pourrait aussi envisager l'attribution du prix Nobel de la paix à tous les prisonniers qui sont détenus depuis des années sans jugement sur la base militaire américaine de Guantanamo, en violation de toutes les règles de droit international. Après tout, le Nobel de la paix a été attribué à M. Liu, qui est emprisonné en Chine. Pourquoi est-ce que le prix Nobel de la paix ne serait-il pas attribué à ces personnes qui, depuis 2001, c'est-à-dire depuis les attentats du 11 septembre, c'est-à-dire que depuis 11 ans, au mépris de toutes les règles internationales, et d'ailleurs le président Obama l'a lui-même reconnu, puisqu'il s'était fait élire prétendument pour fermer la base de Guantanamo, qui est un scandale à elle seule, eh bien, ces personnes sont depuis 11 ans traitées sans aucun jugement, sans aucune surveillance, et d'ailleurs traitées, comme vous le voyez, comme des bêtes. On pourrait encore imaginer que le prix Nobel de la paix soit attribué à United for Peace and Justice. C'est quoi United for Peace and Justice? Eh bien, on me dit souvent que j'ai un discours anti-américain. Je dis non. Je dis non, puisque aux États-Unis soi-même, UPFJ, United for Peace and Justice, est une coalition qui regroupe plus de 1300 organisations américaines et internationales qui sont opposées à la politique du gouvernement américain de guerre permanente et de construction d'un empire. C'est pas moi qui le dis, c'est l'organisation elle-même qui le dit, dont fait d'ailleurs partie Jane Fonda, l'actrice. Cette organisation a été fondée en octobre 2002, pendant que les États-Unis préparaient l'invasion de l'Irak de 2003 par des dizaines de groupes et d'associations américaines. Qu'on ne vienne pas me dire que nous sommes anti-américains. Il y avait notamment, il y a toujours, l'Organisation nationale des femmes, le Conseil national des églises, Action pour la paix, des Voix noires pour la paix, c'est une organisation d'Afro-Américains, pas en notre nom, les familles du 11 septembre pour des lendemains pacifiques, les anciens combattants pour la paix, Veterans for Peace, etc., qui se sont regroupés pour exiger justement la fin des comportements agressifs du gouvernement américain. Voilà une organisation qui mérite ô combien le prix Nobel de la paix. Leurs actions consistent à s'opposer aux guerres ou aux projets de guerre des États-Unis en Afghanistan, en Irak et également en Iran. On le voit là, par exemple, dans ces manifestations auprès du Capitole, ici dans des rues de New York, où ils réclament notamment, notez-le, pas de guerre en Iran, abolition de toutes les armes nucléaires au Moyen-Orient. Parce qu'il ne vous échappe pas que les mêmes qui sont contre le fait qu'il suspecte l'Iran de vouloir avoir une bombe atomique, ce qui n'est pas prouvé, ne disent jamais un mot sur les bombes atomiques qui prolifèrent dans la région, à commencer par celles qui se trouvent dans les soutes des navires américains qui croisent au large de l'Iran, à continuer par le dispositif nucléaire stratégique d'Israël, à continuer par ceux du Pakistan, ou ceux de l'Inde, ou ceux de la Russie. Donc voici une organisation qui demande la dénucléarisation de l'ensemble du Proche-Orient. Elle mérite le prix Nobel de la paix. Elle mérite le prix Nobel de la paix, Nuclear Free Middle East. Voilà donc quelles sont toutes ces organisations qui n'auront pas le prix Nobel de la paix.
Si l'on veut réguler l'immigration, à ce propos, je signale que le mouvement que j'anime est un mouvement qui se situe au-dessus du clivage droite-gauche. Nous avons donc parmi nos adhérents des gens qui sont en faveur d'une politique très ferme sur l'immigration, d'autres qui sont en faveur d'une politique souple, d'autres qui sont en faveur de politique immigrationniste. Et c'est normal que tout le monde se retrouve chez nous, puisque tout le monde considère que la priorité des priorités, si l'on veut traiter de cette question, c'est d'arrêter d'envenimer le débat, comme certains prennent un malin plaisir à le faire, puisque ça ne sert à rien, puisque c'est de toute façon pas la France qui décide des questions migratoires depuis le traité d'Amsterdam, où ces pouvoirs ont été transférés à l'Union européenne, notamment les articles 67, 77 et 79 du TFUE, qui réglementent l'espace Schengen, les visas Schengen, les politiques d'asile, les politiques de renvoi à la frontière. Tout ça est décidé par Bruxelles. Personne n'en parle en France. On fait mousser des débats en France, alors que les grandes décisions stratégiques sont décidées ailleurs. Si nous voulons protéger la paix du monde, puisqu'on nous a bassinés pendant des décennies sur le fait que l'Europe c'est la paix, l'Europe c'est la guerre. L'Europe apparaît de plus en plus comme une construction qui nous place sous la vassalisation des États-Unis d'Amérique. L'Union européenne étant la face politique d'une médaille, dont le revers, la face militaire, s'appelle l'OTAN. Et nous sommes actuellement, quelqu'un dans la salle pourra peut-être m'expliquer pourquoi nous avons 4000 soldats en Afghanistan. Donc nous devons sortir de dénoncer l'article 42 du TU, le TU ça porte bien son nom d'ailleurs, le traité sur l'Union européenne qui subordonne en fait l'ensemble des pays de la zone Union européenne à l'OTAN. Et puis enfin, si nous voulons préserver la vision française et francophone du monde, notamment ne pas nous couper de ce qui faisait le rayonnement mondial de la langue française, la francophonie, ce qui fait que la France est appréciée dans le monde entier par les latino-américains, les africains, les russes, le monde orthodoxe, les chinois, les japonais. Il se trouve que j'ai vécu au Japon, j'ai passé un an et demi de ma vie au Japon, que je suis allé dans plus de 90 pays du monde, que j'ai des amis un peu d'un certain nombre de ces pays, et que de Saint-Pétersbourg à Buenos Aires, au Mexico à Pékin, les gens que je connais me disent « Qu'est-ce qu'est devenue la France ? Qu'est-ce que vous êtes devenue, la France de De Gaulle ? Celle que nous aimions, que les latinos aimaient, qu'on aimait également en Tunisie, en Égypte, à Moscou, qu'on aimait en Australie, qu'on aimait au Japon, qu'on aimait à Pékin. De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine en 1964. Vous êtes devenus les larbins des Américains, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc c'est pour ça que nous devons sortir de l'Union européenne. Ça mérite un tout petit moment d'attention, c'est simplement pour vous montrer à quel point notre mouvement politique est un mouvement de très large rassemblement national, qui veut rendre hommage, et de fidélité aussi à notre histoire collective, et qui s'efforce de rendre hommage à toutes les composantes de la société française. Le billet de 5 francs représentera sur l'avers, et bien justement la première pièce de franc, le franc à cheval de 1360, où l'on voit Jean le Bon, donc, qui est libéré, c'est le paiement de sa rançon, et puis le revers, c'est Jeanne d'Arc, qui, vous connaissez la saga des années 1420-1429. Donc ce billet de 5 francs sera un hommage à la monarchie française et on peut dire, des grands symboles également de la droite française, notamment Jeanne d'Arc. Le billet de 10 francs, lui, représente à l'avers le comte de Lille qui chante la Marseillaise à Strasbourg, et le revers représente un tableau qui représente un soldat de l'an 2 à Valmy. Donc le billet de 10 francs, lui, rend hommage à la République, donc c'est le contraire de ce qui précède, mais ça fait partie, tout ça fait partie de notre histoire nationale, c'est un hommage aux héros des soldats de l'an 2 et du peuple français qui acquiert sa libération. Le billet de 20 francs, lui, présente à l'avers Gambetta au moment de la crise du 16 mai. Gambetta qui parcourait la France d'ailleurs en ayant créé l'Union républicaine. C'est presque l'UPR. Et là on le voit à la fenêtre de l'hôtel de ville de Paris. C'est là qu'au cours de cette campagne qu'il avait, comme vous le savez, fait ce fameux discours qui disait « Lorsque les Français se seront prononcés, eh bien messieurs, vous n'aurez plus qu'une chose, c'est vous soumettre ou vous démettre. » Et puis au revers, la photo, enfin un portrait de Jean Jaurès. Donc le billet de 20 francs de couleur rouge
représentera certaines grandes figures de la gauche française. Le billet de 50 francs, lui, rend hommage aux résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, avec à l'avers le réseau Manoukian. Le réseau Manoukian, c'est une photo poignante, quelques minutes avant d'être fusillé par les nazis au Mont Valérien, où l'on voit ce réseau, où l'on voit, comme vous le savez, qui était composé de communistes, d'Arméniens, de Juifs, d'Italiens. Et donc c'est un hommage à tous les étrangers qui sont morts pour que vive la France. Parce que la France a été souvent sauvée par des étrangers. C'était le cas d'ailleurs à Valmy, où Francesco de Miranda, comme vous le savez, qui était un latino-américain proche de Bolivar, a participé au combat. Et puis le revers, eh bien, c'est Honoré d'Estienne d'Orve, qui est une figure de la droite française, catholique, traditionnaliste, si l'on peut dire, aristocrate français, qui est lui aussi mort pour que vive la France, parce que les résistants français n'étaient pas tous de gauche, ni tous de droite, hein, ils étaient les représentants du peuple et venus de tous les horizons sociaux. Le billet de 100 francs représente à l'avers Charles de Gaulle lors de son discours du 22 juin 1940, et au revers, ça représente Félix Éboué. Félix Éboué, qui était gouverneur du Tchad et qui, comme vous le savez, a été le premier haut fonctionnaire à rejoindre De Gaulle et la France libre, alors qu'il était gouverneur du Tchad. Félix Éboué, qui avait pour particularité d'être noir, qui était d'origine guyanaise et dont les ancêtres étaient des esclaves. Enfin, donc c'est un hommage à la fois aux fondateurs de la France libre et également un hommage à tous les Français de couleur et qui ont parfois, dont les ancêtres étaient parfois des esclaves maltraités par la France, mais qui, grâce à l'émancipation républicaine, sont devenus d'ardents partisans de la grandeur de la France. Et puis, le billet de 200 francs, lui, représentera des symboles de notre République. Ça, c'est la République française, la statue de la République, qui se trouve place de la République à Paris, qui a été érigée au moment du centenaire de la Révolution française, au moment où la Troisième République a décidé de créer une fête nationale qui serait le 14 juillet, qui fête à la fois le 14 juillet 1789 la prise de la Bastille, mais aussi, on a tendance à l'oublier, le 14 juillet 1790, la fête de la Fédération. Et vous voyez que la République, Marianne, brandit un rameau d'olivier, symbole de longévité, symbole de paix, et qui est d'ailleurs le symbole de l'Union populaire républicaine que nous avons créée. Nous avons pris comme symbole le rameau d'olivier qui figurait sur la pièce de 1 franc, dessinée par Oscar Rotti en 1880.